Bienvenue à tous sur Tempo Afrique TV. Nous sommes en direct sur l'émission Inside Afrique TV de ce jour, dimanche 3 novembre 2019. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir depuis notre studio de Washington, D.C., le docteur Célestin Alexis Agbessi, spécialiste de médecine d'urgence, praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Paris. Docteur Alexis Agbessi est chercheur à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales de France. Activement impliqué dans la vie culturelle de son pays à travers un soutien toujours discret aux jeunes dans l'éducation et aux artistes, ce franco-béninois a participé à plusieurs débats sur des chaînes internationales comme France 24, Radio Africa, RFI, etc., sur la situation politique et sociale au Bénin, mais aussi dans la sous-région avec une expertise remarquée sur les questions de sécurité au Sahel. Au menu de notre entretien de ce jour, il sera question de la modification de la constitution béninoise, les raisons et les causes du balbutiement de la résistance. Alors, bienvenue sur Tempo Afrique TV, docteur Célestin Agbessi. Bonsoir, merci de m'avoir invité et c'est un plaisir d'être avec vous. Je dis bonsoir à tous les auditeurs, à tous les internautes et à tous ceux qui nous suivent sur Africa TV. Merci de nous écouter. Merci beaucoup. Donc, je tiens à faire une précision, voire une observation qui s'articule autour de la problématique de la révision de la Constitution. Il n'y a pas eu de révision de la Constitution de décembre 1990 parce que le Bénin ne dispose pas à ce jour de députés élus à l'Assemblée nationale. Par conséquent, quand nous allons nous référer à l'expression révision ou modification de la Constitution, dans cet entretien, Dr Agbessi et chers amis internautes, il s'agira de la Constitution que Talon a écrite et a adoptée le 1er novembre 2019 par ses commis associés. Alors, Dr Alexis Agbessi, la Constitution est désormais modifiée à travers certaines de ses dispositions par l'Assemblée nationale. Il s'agit, en l'occurrence, si je ne me trompe pas, de 26 articles qui ont été modifiés. Avec tant d'articles modifiés, pourra-t-on dire que le président Talon vient de changer le régime politique avec l'abandon du régime présidentiel pour l'instauration d'un machin de régime proche d'un régime parlementaire? Peut-on aussi dire sans ambiguïté parler de la création d'une nouvelle république ou, comme le stipulent la plupart des Béninois qui disent que le Bénin a désormais deux constitutions, celle du 11 décembre 1990 du peuple souverain et la constitution du 1er novembre 2019 écrite par Talon et ses 83 députés yes sir. Vous avez la parole, docteur Agbessi. Tout d'abord, je pense qu'il est absolument indispensable de repréciser certaines choses. La décision de la Cour constitutionnelle 06074 du 8 juillet 2006 a dégagé le principe absolu à valeur constitutionnelle du consensus national et l'a incorporé dans les normes de référence du contrôle de la constitutionnalité. Cela signifie quoi? Cela signifie que dans notre pays, depuis 2006, nous avons comme principe de base avant un changement constitutionnel de faire en sorte que nous ayons ce qu'on appelle le consensus national, dont la référence majeure est celle de 90. Cela signifie quoi? Cela signifie que toute modification de la Constitution doit être soumise à cette valeur constitutionnelle qui est le consensus national, qui, bien que non écrite, elle est inscrite de manière dans la pratique, ce qui explique les échecs des réformes antérieures. Ceci étant dit, est-ce qu'il faut prendre pour agent comptant la nouvelle Constitution? Il y a quelques bémols à apporter. Un, la loi n'a pas encore été promulguée, c'est la première chose. Cela signifie que
tous les débats que nous sommes en train de faire ou que nous allons faire ne seront valides ou valables que si cette nouvelle constitution est promulguée. Deuxième chose, il faut, avant qu'elle soit promulguée, qu'elle passe les fauches codines de la Cour constitutionnelle, bien que décriée parce que légitimée par M. Diogbenou dans son ancienne fonction de ministre de la Justice. Et enfin, il faudrait qu'après sa promulgation, elle soit acceptée par le peuple. Donc, il y a quand même encore des étapes qui doivent être franchies pour avoir une preuve, en tout cas je dirais une raison de croire que cette constitution a été mal faite. Mais avant tout, il faut aussi se replonger dans l'histoire récente de notre pays qui regorge depuis 2016 et même bien avant de raisons de douter de la légitimité institutionnelle de ce qui vient de se passer. Il ne vous échappera à personne que la construction de ce Parlement, qui n'est issu que de 2 partis politiques que certains appellent siamois, est déjà une première entorse à la notion de consensualité, puisque les règles qui ont prévalu lors de l'élection de ce Parlement ont exclu de facto tous les autres partis dits de l'opposition afin de consacrer ce Parlement comme unique détenteur de l'autorité législative. Ensuite, le dialogue des 10 et 11 et 12 octobre qui devrait légitimement regrouper tous les fils du pays autour de la Jatrouée, autour d'une même table pour discuter réellement des problèmes inhérents à notre pays, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a plein, Oui. a accouché, avec l'aide des experts, d'un machin qui est encore difficile à évaluer parce que le processus même de sa mise en route, son enfantement, sa gestation, nous permet de dire aujourd'hui que tant que le processus n'est pas valide dans la théorie procédurale de la justice, est-ce que, in fine, cette constitution, même si elle comporte beaucoup d'éléments nouveaux, certains progressistes, certains qui nous amènent beaucoup de temps en arrière, donc à regret, est-ce que cette constitution peut nous servir à aller de l'avant? La question est posée. Mais si on constate que dans la genèse de ce dialogue, dans sa mise en œuvre et dans son opérationnalisation, c'était ça les TDR remis aux experts, c'est de dire que les questions qui n'ont pas été discutées, qui n'ont pas été abordées ou qui ont été abordées entre 2 couloirs et qui se retrouvent aujourd'hui inscrites noir sur blanc sur la Constitution modifiée, la question se pose sur le consensus. Cela signifie quoi? À défaut même de réunir tout le pays, toutes les forces vives, les syndicats, les partis politiques, les associations, la société civile, même en réunissant des gens dont, je dirais même, la dévolution à ce pouvoir est, comme on le sait, parfois sous des menaces, parfois achetée, il est évident que même à ce niveau-là, le consensus n'est pas complet. Un consensus, ça signifie quoi? Ça signifie que nous devons, à la limite, même si on n'est pas d'accord, arriver à des points d'accord qui satisfassent le plus grand nombre. Si on veut un consensus, même dans ce petit groupe, où les gens n'ont même pas discuté des problèmes, et que, in fine, on a une constitution, on a des règles, des lois qui n'ont pas été, mais vraiment pas du tout, énoncées, cela signifie qu'il y a une sorte de double jeu au niveau même du consensus, au niveau même du dialogue. Les experts ont été recommandés, les experts ont travaillé, et même leurs recommandations dans son opérationnalisation ont été mal reproduites, ont été surestimées, et donc on a rajouté des pièces au château branlant qui est effectivement ce à quoi on assiste, c'est-à-dire une constitution qui recèle de petites perles, qui recèle de bijoux,
comme la vice-présidence par exemple. On est en train de faire une association entre deux types de pouvoirs exécutifs, puisque vous êtes aux États-Unis, donc vous savez très bien qu'il y a le POTUS, the President of the United States, and the Vice President of the United States, qui sont élus sur un ticket. C'est ça. Chacun d'eux a un rôle bien déterminé, bien précis. Nous allons revenir sur le débriefing de cette modification, si vous voulez. Donc, docteur, c'est vrai, la loi n'a pas encore été promulguée, mais vous savez que nous ne sommes plus dans un état normal. Donc, c'est pour ça que, avec le vote à 100% de cette loi, le pays tout entier a su pratiquement la destination. Donc, la destination et la stratégie. Puisque nous sommes désormais habitués à des faits comme ça. Donc, c'est pour ça que quand on va mettre en valeur absolue cette promulgation, on n'a pas besoin au fait d'attendre la promulgation. On sait déjà que le décor est planté. Donc, si le décor est planté, nous allons essayer, monsieur le docteur, nous allons faire donc très rapidement un exercice de débriefing des nouveautés contenues dans cette modification constitutionnelle, en commençant par l'organisation des élections générales jusqu'en 2026. Réagissez, s'il vous plaît. Bien évidemment, les raisons invoquées pour l'organisation des élections générales sont doubles, brièvement, sur le coût des élections, en effet, et pour harmoniser le système afin que globalement, c'est the winner take all. Le gagnant gagne tout, le gagnant prend tout. Le président de la République et son parti politique, s'il a une majorité, elle doit être diffuse, elle doit être pyramidale, de la tête jusqu'aux pieds. Cela signifie quoi? Le président de la République et son vice-président, ils ont un parlement majoritaire et ils ont des élus municipaux et cantonaux majoritaires. Cela signifie quoi? Cela signifie tout simplement une majorité absolue diffuse partout. Or, si on prend l'esprit de la Constitution de 90, c'est justement qu'il y a une sanction à mi-mandat, tout simplement, pour le pouvoir en place, afin qu'il y ait un renouvellement au niveau de la classe politique et qu'il y ait une sanction des populations par rapport à ce qu'on leur propose comme programme. Cela signifie que quelqu'un qui a son programme qui ne fonctionne pas, on peut le sanctionner, comme les élections à mi-terme aux États-Unis. Bien entendu, chaque pays a le droit, effectivement, d'avoir une histoire constitutionnelle qui lui est propre. Au Bénin, en France par exemple, c'est un quinquennat qui, effectivement, aligne toutes les élections au profit du président de la République, alors qu'aux États-Unis, il y a les mid-termes. Nous sommes en train d'avoir un système qui, effectivement, est, je dirais, bifide. En même temps, on souhaiterait une constitutionnalisation à l'américaine avec une pratique à la française. C'est quasiment un non-sens. C'est un véritable non-sens. C'est ça. On ne peut pas vouloir associer deux types de constitution avec leurs esprits radicalement différents pour avoir au Bénin, un pays de 12 millions d'habitants, un système qui écartèle finalement tous les pouvoirs, d'accord, et les remet aux mains d'une seule et même personne. Et ça, c'est pour moi un non-sens. C'est ça, c'est un non-sens, mais aussi une autre lecture de l'organisation de ces élections jusqu'en 2026. D'aucuns diront que, au fait, le président Talon veut faire un bypass en ce qui concerne les élections de 2021. Et ça peut être aussi l'esprit, si vous voulez, de cette loi. Je vois. Donc, quand la loi va être promulguée, c'est que jusqu'en 2026, on dira que, voilà, les élections pour raison d'argent, des raisons financières, donc voilà, nous allons aller jusqu'en 2026. Parce que, au fait, le contexte actuel, toute élection des élections qui seront faites aujourd'hui, avant 2026, le pouvoir en place sera battu au chaos plutôt. Donc, réalisez. Monsieur Harouna,
écoutez, moi, jusqu'à présent, je suis toujours un légaliste et un légitimiste. Euh, je suis chercheur d'abord. euh, et donc, je ne peux pas m'aventurer en pensant que 2021 serait une croix au niveau des élections municipales en 2020 et en 2021. Effectivement, mais je prends le pari. Mais je prends le pari que connaissant les Béninois, nous connaissons, s'il n'y a pas d'élection en 2020 ou en 2021, ce sera le chaos. C'est évident. C'est-à-dire que je vais être optimiste. Optimiste et pragmatique. Optimiste parce que ce qui est en train de se passer, ce que nous sommes en train de vivre, est extrêmement difficile. C'est ça. C'est extrêmement difficile, aussi bien pour l'esprit que pour le corps. Difficile parce que au quotidien, il suffit de jeter un coup d'œil dehors, il y a des inondations, les enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'il pleut, parce que les classes sont fermées, parce qu'il n'y a pas assez de profs, avec des salles où il y a 180 ou 150 élèves. Et on est en train de discuter aujourd'hui de la loi fondamentale et de la manière dont elle a été faite en pensant que, effectivement, ça va régler tous les problèmes. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que si la Constitution, qui est l'élément fondamental du lien commun qui est entre tous les Béninois, elle régit jusqu'à présent, moi je suis encore sous la Constitution de décembre de 90, puisque ça n'a pas encore été promulgué. Si ça n'a pas encore été promulgué, donc pour moi, ça n'a pas encore de valeur légale. Légal. Dans la promulgation. Donc je me mets dans un contexte qui est très simple. S'il n'y a pas d'élection en 2020, s'il n'y a pas d'élection en 2021, effectivement, il y a un problème. Déjà qu'on parle de dérive autoritaire, ce sera un mot, un euphémisme. On parlera de dictature. Parce que dans un pays où il n'y a pas d'élection, ça signifie qu'il n'y a pas de respiration démocratique. S'il n'y a pas de respiration démocratique, ça signifie qu'on est dans une dictature. Bien évidemment, j'ai dit sur le plateau de France 24 qu'on est déjà dans une dictature, mais je veux bien, en toute bonne foi et sans naïveté, je dis bien sans naïveté, accorder le bénéfice du doute. On me dira, il est trop naïf, il est stupide, il est bête, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit. Mais je dis, il n'y a que les faits, on ne peut parier que sur les faits. Et si en 2020, il n'y a pas d'élection, si en 2021, il n'y a pas d'élection, je vous dis très clairement, en tout cas je le pense, en tant que Béninois et en tant que citoyen et en tant que chercheur, je ne pense pas que les conditions seraient réunies pour aller faire des élections en 2026. C'est une évidence. Il y aura un chaos dans ce pays, véritablement. Et je ne le souhaite pas parce que ce pays, il est magnifique, il est magique. Mais tel Cassandre, je dis, il faut qu'on respecte les choses. Il faut qu'on respecte les citoyens. Il faut qu'on respecte la démocratie. Une parenthèse. Allez-y. Pas nous vendre la dictature du développement comme raison, comme motif légitime pour changer les choses. Je ne suis pas sûr que les gens soient contre le changement, que les gens soient contre le développement. Les gens ne sont pas contre ça. C'est ça. Les gens sont contre une méthode qui, par principe, leur dénie le droit d'exister par eux-mêmes, qui leur dénie le droit de faire des choses les plus simples comme se rassembler, comme écrire, comme lire, et des choses qui peuvent être déplaisantes au pouvoir en place. C'est ça. Même dans une dictature de développement, allons plus loin dans le raisonnement par l'absurde. Allons plus loin dans le raisonnement par l'absurde. Depuis 3 ans que nous sommes dans ce schéma de dictature de développement, qu'est-ce qui a changé fondamentalement aux yeux des populations? Pas grand-chose. Au contraire, les choses s'empirent. Il n'y a jamais eu autant de morts au CNHU, il n'y a jamais eu autant de morts dans nos hôpitaux, il n'y a jamais eu autant de dégradation de l'école, il n'y a jamais eu autant de chômage, il n'y a jamais eu autant de fermeture de frontières avec le Nigeria qui dure depuis plusieurs mois. Cela signifie que profondément, même si nous considérons par l'absurde que nous sommes déjà dans une dictature de développement, c'est toujours un échec. Et ce n'est pas par le changement de la loi fondamentale de cette manière-là, de ce non-consensus qui va mener le Bénin sur les rails. Je pense qu'à plusieurs, on est toujours plus fort, à plusieurs, on est toujours plus intelligent, à plusieurs, on peut toujours construire. Et plus il y a de
doigt dans la jarre trouée, moins il passera d'eau et la jarre pourra être remplie. Et ça, c'est mon souhait le plus profond. Vous avez parfaitement raison. Vous avez déjà abordé l'analyse en ce qui concerne la création d'un poste de vice-président de la République et qui est une nouveauté. Réagissez par rapport à ça pour continuer cette liste. Bien évidemment, nous avons dans notre Constitution des moyens de règlement et de contrôle en cas d'incapacité, de décès ou d'incompétence du président de la République, parce que le président de l'Assemblée nationale sera le garant et prendra le relais de la présidence, constituera un groupe pour faire des élections dans les 90 jours. Oui, oui. Si je m'abuse, c'est dans les 92, dans les 3 mois. Dans les 3 mois, c'est vrai. Or, on introduit cette notion de vice-présidence pour effectivement court-circuiter, bypasser le président de l'Assemblée nationale, qui aurait-on une double tâche puisque serait en même temps garant de l'Assemblée nationale. Mais il faut savoir que la Constitution a déjà réglé ce problème. Et si on crée un poste de vice-président, et d'après les derniers articles, d'après les derniers tests que j'ai lus, le poste de vice-président, il n'a qu'un seul rôle. Un seul. C'est l'inauguration des chrysanthèmes, aurait dit le général de Gaulle. C'est-à-dire, il va juste faire de la décoration. Le vice-président aux États-Unis, il a au moins un rôle simple. Il est le président du Congrès et il vote au Congrès. Oui. Et sa voix est majoritaire quand il y a une égalité entre les démocrates et les républicains. Alors plus précisément, le président du Sénat. Absolument, il est le président du Sénat. Il est le président du Sénat. Alors que dans la mouture qui nous a été donnée, le vice-président, il a un seul rôle, représenter le président quand il va mourir ou quand il sera en incapacité. Et il ne fait même pas partie du gouvernement. Ce qui est en même temps une double absurdité. Comment voulez-vous qu'il remplace le président s'il n'est au courant de rien, s'il ne sait rien des affaires courantes du gouvernement? Mais qu'est-ce qui a motivé le président Talon pour faire ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette illogique? Je ne pense pas qu'il soit, que ce soit le lieu de fantasmer sur les raisons, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. D'aucuns disent effectivement que par faiblesse ou par maladie, il serait en train de préparer sa succession. Mais je pense que pour préparer une succession, il faut non pas coopter un vice-président sur un ticket, parce que nous avons un régime présidentiel qui est défini par la Constitution de 90. Nous avons un régime qui est fort, qui tient, malgré ses lacunes, malgré son imperfection. Évidemment, nous avons une constitution qu'il faut modifier, qu'il faut moduler, qu'il faut adapter à la réalité. C'est un fait. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut la modifier. Mais ce pourquoi les gens ne sont pas d'accord, c'est comment la modifier, avec qui et comment. Donc le passage en force, tel qu'il a été fait, est néfaste pour la survie de la démocratie au Bénin. Et encore une fois, je le dis avec sincérité, avec gravité, le Bénin appartient à tout le monde. Le Bénin appartient à tout le monde. Et toutes les successions, quelles qu'elles soient institutionnelles par une élection dans un parti politique, si on désigne d'avance le successeur parce qu'on pense qu'on peut être en incapacité, bien évidemment, les bons esprits diront il est prévoyant. Mais cela signifie une chose. Cela signifie qu'on a l'incertitude du lendemain. C'est ça. C'est ça. On a une incertitude sur le lendemain. Et cette incertitude ne doit pas être un motif, un prétexte pour créer des anomalies, je dis bien des anomalies constitutionnelles qui vont fragiliser encore plus l'édifice de notre pays. Et donc, c'est en cela que pour moi c'est dangereux, parce qu'une incertitude, quelle qu'elle soit, ne doit pas être une raison, un motif pour créer des précédents dans la Constitution. Parce que la Constitution n'est pas circonstancielle, elle est dans le temps, elle dure dans le temps, et la modifier de manière régulière, de manière consensuelle, est le garant de notre stabilité et de notre survie à tous. On pourra aussi dire que c'est aussi dans l'optique de préserver ses arrières.
Nous allons revenir. La question de la promotion du genre féminin, qui aujourd'hui garantit à la femme tout au moins 24 sièges. Rapidement réagissez, docteur Agbessi. Écoutez, vous savez, personne ne dira qu'il ne faudra pas de femmes au Parlement, qu'il ne faudra pas de femmes dans les institutions et dans les organismes, dans les agences qui régissent notre vie à tous. Bien sûr qu'il faut des femmes, bien évidemment. J'ai entendu plusieurs femmes dire, nous ne voulons pas être des valeurs d'ajustement parce que nous savons ce que nous valons et nous valons beaucoup plus que ça. Des valeurs d'ajustement, hein? C'est bien dit cette expression. Mais je suis beaucoup plus mitigé. On a vu quand même dans plusieurs États, dans plusieurs pays, comme les États-Unis par exemple, la discrimination positive. On voit bien dans certains pays d'Europe la discrimination liée au genre pour certains emplois et pour certaines positions dans des institutions en Europe. Par ailleurs, il y a des règles tacites où finalement on permet l'émergence de leaders féminins à des postes de responsabilité. Mais est-ce que c'est inscrit dans une constitution? Notre constitution dit l'égalité stricte entre un homme et une femme. C'est déjà pris en compte. Cela signifie que le vrai problème, ce n'est pas la constitution. Le vrai problème, c'est l'éducation. Nous prenons des conséquences pour des causes et des causes pour finalité. Le vrai problème, c'est l'éducation. Si nous éduquons nos enfants, si nous éduquons nos concitoyens de telle manière qu'il n'y ait plus à penser qu'une femme est inférieure à un homme, bien évidemment que les choses se feront naturellement. Mais je suis aussi pour qu'il y ait des discriminations positives dans certains domaines afin d'emmener le plus grand nombre de femmes à penser que c'est possible. Donc j'ai une position qui est, on va dire, centrale. C'est-à-dire que, bien évidemment, on ne peut pas uniquement penser que la constitutionnalité, la constitutionnalisation d'une discrimination va permettre aux femmes d'émerger beaucoup plus, mais en fait, il faut un double mouvement qui permette justement l'éducation depuis le bas âge, depuis le primaire, à ce que nos femmes puissent être des leaders. Donc c'est ce double mouvement qui doit nous permettre d'aller de l'avant. En même temps, je reviens brièvement sur la vice-présidence. Il y a une incongruité dans cette réforme qui veut que si le président a une incapacité, le vice-président il devient président de la République et en même temps il choisit un autre vice-président, donc non élu. Et enfin, imaginons une série de catastrophes, c'est-à-dire que une sinistrose, hein, le vice-président qui a été choisi aussi décède, le vice-président qui devient président sera un non-élu et le prochain vice-président sera aussi un non-élu. Donc on aura une catastrophe en chaîne comme ça où à la fin, à la tête de l'État, on aura finalement un non-élu. Ça me rappelle un peu ce film aux États-Unis où finalement le sous-secrétaire d'État au transport, avec la fin du Congrès, on bombarde le Congrès et il devient le président non-élu. Et donc, on est un peu, j'ai l'impression qu'ils ont regardé ce film-là pour concocter cette vice-présidence, parce qu'effectivement, en lisant le texte sur la vice-présidence, j'ai pensé exactement à ce film. Et donc, mais la vie, ce n'est pas du cinéma. La vie, un pays, c'est des gens, c'est des millions de personnes qui n'ont pas besoin d'aller au cinéma pour comprendre ce qu'il faut faire. Docteur Agbessi, sous le pouvoir de la rupture, tout est possible. Le cinéma est possible et le folklore est possible. Le dialogue sans les opposants est possible. Tout est possible. Je vois. Donc, nous continuons notre débriefing en disant que l'opération des ratifications des accords de prêt par le président qui tiendra le Parlement informé sous 90 jours. C'est-à-dire, le président va ratifier les accords et les députés seront informés dans l'espace de 90 jours. Ce qui est quand même pas du tout prudent en matière d'engagement. Vous savez, vous êtes en train de me citer l'article 145 de la nouvelle Constitution. C'est l'une des véritables aberrations de cette loi de révision. Parce que c'est vraiment un véritable flou artistique. Mais
vous savez, en Afrique, on dit qu'un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune debout. Et en cela, il faut rendre hommage à nos anciens, hein, Albert Évora-Edjeret, Théodore Olo, Robert Dosso et Maurice Ahanzo-Glélec, qui, effectivement, ont écrit notre première constitution. Il faut savoir que dans un environnement international où les peuples exigent de plus en plus de contrôle sur les lois, sur les règles qui régissent la vie au quotidien dans la population, nos parlementaires élus ou nommés, c'est au choix, ont restreint le rôle de la population à contrôler ce principe élémentaire. C'est ça. Cela signifie quoi? Cela signifie que avec ce Parlement de 83 députés, nous allons avoir un président de la République qui ira, bien évidemment, parce que la loi lui donne ce pouvoir, emprunter de l'argent, en faire ce qu'il veut et ne rendre compte. Ce n'est même pas qu'il y a une validation ou une discussion du prêt. Il rend compte. Et quand on rend compte, ça signifie que c'est facultatif. C'est ça. L'avis des députés est facultatif. Or, on ne peut pas engager ça, c'est très important. Le futur de millions de gens sur un avis facultatif. C'est ça. Les peuples aujourd'hui ont besoin, les peuples aujourd'hui et nos peuples africains ont besoin d'avoir une connaissance simple, claire et précise de ce que font les chefs d'État, de ce que font les gouvernants. Or, nous faisons le chemin inverse. Nous paternalisons le rôle de chef. Nous réduisons le contrôle des populations, puisque les députés ne sont que l'émanation du peuple. Et sans cette représentation, le peuple ne vit que sous une loi qu'elle s'est donnée. Et même malgré ça, nous demandons au président de la République, qui n'est que le premier des Béninois, le premier des magistrats, de respecter le plus grand nombre. On ne peut pas faire une marche arrière sur un problème aussi capital, aussi important. Cela signifie quoi? Que tout est possible, que tout est possible, tout est ouvert. Tout est ouvert. Il y a quelqu'un qui a parlé de gloutonnerie de nos élus. Effectivement, un président de la République, sous cette loi, peut absolument faire ce qu'il veut et sans aucun contrôle. Je ne suis pas sûr que les partenaires financiers internationaux, que les partenaires techniques, que les bailleurs de fonds, que les banques pourraient accepter que cette loi soit celle sous laquelle vive le Bénin pour prêter de l'argent. Je ne suis vraiment pas convaincu et je pense que non seulement ça crée un retour en arrière, mais ça nous limitera sur le plan international au niveau financier afin d'aller chercher l'argent là où il faut, parce que n'oublions pas, nous sommes dans une économie capitaliste, nous sommes dans une économie ouverte où il nous faut de l'argent pour progresser, il faut de l'argent pour investir, et sans cet investissement, nous sommes loin derrière. Voilà, docteur Agbessi, pour clôturer cette rubrique consacrée à cette modification de la Constitution, il y a la limitation des mandats des députés, c'est-à-dire tu ne peux pas être député plus de 3 fois. Réagissez rapidement par rapport à ça. Oui, avant de réagir à ça, je voudrais faire Je ne suis pas du tout constitutionnaliste, mais il y a une chose qui est extrêmement importante à rappeler à nos auditeurs. C'est ça. La modification de la Constitution a été portée par 10 députés, d'accord, 10 députés, bien que nous sachions probablement que c'est une loi qui vient directement de la présidence pour contrôler la Cour suprême. Elle a été saisie en procédure d'urgence. Oui. Or, les lois qui sont saisies en procédure d'urgence, elles existent. Mais ce sont des lois ordinaires. Et les articles de notre Constitution disent très clairement la procédure d'urgence est faite pour des lois ordinaires. Quitte à considérer la Constitution elle-même comme une loi ordinaire, elle ne peut pas être modifiée en procédure d'urgence. Donc cela signifie que même dans notre pays où nous souhaitons ou nous estimons que la légalité doit être la règle, encore une fois, les gens me diront, mais dans quel pays vit celui-là, puisqu'il n'y a aucune légalité, il n'y a aucune règle. Mais je m'en tiens quand même à ça. Je dis que même si on veut proposer une modification de la Constitution, encore faudrait-il respecter les règles de la Constitution elle-même.
Ça, j'en ai fini. Et enfin, la limitation des mandats des députés comme la limitation des mandats des présidents de la République, elles existent déjà, en tout cas concernant celle des présidents de la République, puisque l'une ne peut faire plus de 2 mandats. Mais effectivement, afin d'accélérer au niveau de la classe politique son renouvellement, oui, c'est pour cela que je disais tout à l'heure que si on doit faire un panorama de tout ce qui se passe, effectivement, on ne peut pas tout jeter à la poubelle, on ne peut pas tout jeter aux orties. Ce qui est important, ce qui est vital, c'est la procédure. Elle doit être respectée afin de permettre une légalité, une légitimité absolument sans faute. Même si ce Parlement est mal élu, avec quasiment 10% officieusement des voix et 22,5% selon la Cour constitutionnelle, néanmoins, tout le processus est vicié à la base. Donc, même toute cette discussion que nous sommes en train d'avoir, on n'aurait jamais dû l'avoir, Absolument. puisque les raisons, les principes, les règles constitutionnelles qui permettent une modification de la Constitution ne sont pas respectées, la consensualité n'est pas respectée, et donc finalement, on est en train de raisonner, de réfléchir sur un non-problème. Merci beaucoup, docteur Agbessi. Je tiens à dire quand même que dans une des modifications que le peuple va accepter, si cette modification avait été faite dans les règles de l'art, c'est par exemple la création de la Cour des comptes. Donc, je ne pense pas que nous allons encore débattre sur ça, c'est une évidence, mais la méthode et les principes sacro-saints ont été violés et en ce qui concerne une révision. Donc, c'est pour ça que nous avons parlé à l'entame de la Constitution écrite par Talon et avec son conseil d'administration qui se trouve être les 83 députés nommés. Nous allons passer à la seconde partie de cette émission. Docteur Alexis Agbessi, le second point de notre entretien s'articule autour de la résistance. Résistance, résistance et encore résistance. Who is who dans cette résistance? Qui est qui dans cette résistance? Une résistance qui clairement balbutie, bat des ailes, alors que tous les ingrédients pour y parvenir sont présents. Quelles sont alors les raisons et les causes profondes de ce balbutiement, voire de ce flottement? Réagissez, s'il vous plaît, docteur Agbessi. Il est effectivement difficile de résumer plusieurs années de difficultés de la résistance au Bénin en une petite émission de quelques minutes. Effectivement, depuis 2016 et même bien avant, on se rend compte que M. Patrice Talon a déroulé un plan presque parfait, mais aucun crime n'est parfait, n'est-ce pas? Presque parfait de délégitimation, d'exclusion et de guerre ouverte contre les leaders de l'opposition. Vous savez, moi, de mon point de vue, qui ne suis ni politicien, ni membre d'un parti politique, ce qui me vient à l'esprit, c'est de dire que, à un moment donné, il est extrêmement important de se rendre compte que, si nous, effectivement, si nous continuons à regarder ce qui se passe, il est évident que, comme dit Albert Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Et je ne dis pas que la résistance ne fait rien, elle fait beaucoup de choses. Mais d'un point de vue pratique, concret, les populations, si je m'en fais leur porte-voix, ou en tout cas si je m'en fais leur analyste, ne voient pas du tout les bénéfices de la résistance, même si les populations ont tort. Mais la résistance a eu beaucoup de mal déjà à s'unifier, à se réunir, à faire que finalement les choses puissent fonctionner depuis le début, la création d'un parti unique, la création d'un comité de résistance unique, elle est dispersée. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a 2 personnes qui prennent le lead, ce sont les anciens présidents de la République, et le troisième homme des élections, M. Adjavon. Effectivement, c'est extrêmement compliqué.
Il faut absolument faire autrement, mais ça va être extrêmement difficile. Donnez-moi quelques instants, je vais charger ma batterie, sinon je pense qu'on n'aura pas la communication. Donnez-moi juste 30 secondes. D'accord, allez-y. Donc, nous sommes en direct sur le plateau Tempo Afrique TV et nous recevons notre éminent guest, le docteur Alexis Agbessi, depuis Paris. Et donc, nous sommes dans la seconde partie de cette émission où nous sommes en train de discuter de la problématique en ce qui concerne le balbutiement de la résistance. Et donc, nous sommes à cette analyse, nous sommes en train de décortiquer et qui sont au fait les résistants. Donc, le docteur est revenu et j'espère que sa batterie est fully chargée, comme on le dit ici en anglais. Donc, docteur Agbessi, mais qui sont les résistants selon vous et quels sont les critères pour être résistant ou s'appeler résistant? Sur le plan historique, la résistance est un moyen de lutter contre l'oppresseur, quel qu'il soit intérieur ou extérieur, même si initialement la résistance est toujours liée à un contexte de conflit. Les paysans peuvent lutter dans l'ancien régime, peuvent lutter contre les seigneurs. Aujourd'hui, les résistants étaient les Amazones pendant la colonisation, et les résistants étaient aussi des gens comme vous et moi qui, pendant l'esclavage, ont lutté pour ne pas être pris en esclavage. La résistance, ça peut être aussi la lutte pour la survie de son peuple contre les agresseurs extérieurs. Les résistants peuvent être aussi des gens qui, à l'intérieur d'un territoire donné, selon la notion de l'État, où l'État détient le monopole de la violence, effectivement, la résistance peut être la lutte de quelques-uns, de quelques hommes et femmes qui voudraient atteindre le salut pour le plus grand nombre en luttant contre un oppresseur qui est interne, donc un dictateur ou un groupe de gens qui veulent garder le monopole du pouvoir. Et donc, effectivement, si on prend l'ensemble de ces définitions, nous pouvons constater aisément que la résistance dont on parle au Bénin, c'est une résistance de gens à l'intérieur du pays qui veulent combattre, à l'intérieur ou à l'extérieur, qui veulent combattre contre ce qu'ils nomment, ce qu'ils appellent la dictature du régime de son Excellence M. Patrice Talon. Et donc, en ce sens-là, la résistance peut être n'importe qui, peut être tout le monde. Aujourd'hui, il est évident que, en tout cas d'après ce que je constate, d'après ce que je vois, il est évident qu'il y a plusieurs types de résistants. Et comme j'ai dit tantôt, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire. Et les premiers résistants sont ceux qui agissent. Et ceux qui agissent, ceux qui font des choses, que ce soit dans l'ombre ou de manière visible, hein, les premiers résistants sont d'abord ceux qu'on a mis en exil. On a mis des gens en exil pour des tas de raisons. Sur le même plan, je place ceux qu'on a mis en prison pour des délits d'opinion. C'est ça. On est revenu à l'ère du PRPB où on a des délits d'opinion. C'est ça. On met en prison des gens pour des raisons fallacieuses parce qu'ils ont critiqué, parce qu'ils ont écrit en mots de travers sur Internet, avec la loi sur le numérique, avec des fonctionnaires qui ont refusé de participer à des examens, par exemple, avec des gens. Donc, tout cela, de manière synthétique, de manière diffuse, sont des résistants. Voilà. Docteur Agbessi, je m'excuse. Est-ce qu'on peut dire que la problématique du leadership en notre sein est-elle une des raisons de cette timidité ou de ce flottement de la résistance? C'est-à-dire le problème, la problématique du leadership. C'est-à-dire qui va contrôler la résistance et qui sera la personne qui
après, sera président, hein, va incarner le pouvoir. C'est ça, c'est pour ça que ça flotte. Vous savez, le 18 juin, il y a le général de Gaulle qui a fait un appel alors qu'il était à Londres. Et pourtant, à la fin de la guerre, qui a d'ailleurs permis aux Africains de s'illustrer, puisque la deuxième DB est partie du Cameroun via le Gabon pour finalement débarquer en Provence. Aujourd'hui, donc il était en exil, forcément, d'accord? Oui. Aujourd'hui, parmi tous les dirigeants de partis politiques, parmi tous les intellectuels, parmi tous ceux qui veulent s'ériger en résistants, il y a effectivement un véritable problème de leadership. C'est ça. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas des leaders, mais il y a un problème de leadership. Parce que l'égoïsme et l'égocentrisme des uns et des autres, c'est ça que je constate, amène à une absence complète de coordination entre les uns et les autres. En plus, il faut penser que M. Patrice Talon a plusieurs coups d'avance, absolument, et donc, de manière rationnelle, de manière mathématique et de manière pratiquement chirurgicale, il a méthodiquement infiltré tous les noyaux de la résistance au plus haut niveau afin d'avoir des informations de première main. C'est ça. Si je veux résumer, je dirais bien sûr qu'il y a des leaders de la résistance. Bien sûr. Et ils sont nombreux et ils se reconnaissent. Mais il y a une différence fondamentale entre une stratégie et une tactique. C'est ça. La tactique, cela signifie que nous jouons selon les mêmes règles et donc nous adaptons nos pions, nous adaptons nos éléments pour nous confronter avec des mêmes règles. C'est ça. La stratégie signifie que chacun a des règles différentes et en fonction du terrain, en fonction des éléments que nous avons, nous élaborons des plans, mais de manière globale, afin de surprendre l'adversaire. La résistance, jusqu'à présent, elle a joué selon une tactique simple. Nous sommes dans un état de droit. Nous allons faire les choses de manière normale, de manière simple, afin de réussir. Or, le pouvoir appartient à celui qui l'a. Le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir se prend. Le pouvoir s'achète et le pouvoir se conserve par tous les moyens possibles. Et le régime actuel a bien compris cela. Il garde le pouvoir. Regardez Tokpanou, regardez Barthélémy Kassa, regardez Dakwe Sossou, regardez tous ces gens qui étaient avec Yahi Boni, tous ces gens qui étaient au ministère, au Parlement, qui étaient les bras droits, les bras gauches, les pieds droits, les pieds gauches de Yahi Boni, aujourd'hui ils sont avec M. Patrice Talon. Cela signifie que il a méthodiquement, de manière stratégique, placé ses pignons bien avant, alors que les autres jouaient avec une tactique en disant on va gagner comme ci, comme ça, en respectant les règles. Très bien dit, docteur Agbessi. Très bien dit, et je pense que cela m'amène à dire que le melting pot de résistants politiciens ne constitue-t-elle pas aussi un obstacle à une vraie résistance quand on sait qu'il existe des résistants imposteurs, des résistants rétroactifs, des résistants peu crédibles du fait de leurs relations passées et deals avec le régime combattu aujourd'hui. C'est justement ce que vous êtes en train de dire quand vous dites que ceux-là qui étaient avec Yahi Boni avant et ceux-là que j'appelle des résistants rétroactifs sont aujourd'hui avec le pouvoir Talon. Et nous avons des imposteurs. Quand vous parlez que ces gens-là ont été infiltrés, moi je les appelle des résistants imposteurs. Et finalement, l'autre catégorie de résistants qui ne sont pas crédibles, et sûrement nous allons revenir sur ça, et qui sont menacés, si vous voulez, de chantage pour non-allégeance. Donc, et c'est ces facteurs et ces raisons qui font
ce que j'appelle le balbutiement de la résistance et cela embrouille les pistes. Est-ce que vous voyez? Donc réagissez rapidement avant que nous ne passons au quatrième facteur de ce flottement de la résistance. Écoutez, il est toujours extrêmement difficile de qualifier, de cartographier un mouvement informe qui bouge, qui se mobilise de manière différente en fonction des endroits et des contextes. Je vous ai donné l'exemple du général de Gaulle tout à l'heure pour dire que oui, depuis Londres, il a fait son appel du 18 juin et à la fin, il est arrivé au pouvoir. Mais il est arrivé au pouvoir non pas directement, mais avec de l'aide. Sans la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, il n'y aurait pas eu de général de Gaulle. C'est ça. Winston Churchill a accepté que le général de Gaulle soit le représentant de la France libre et donc permettre à la France d'être sur la table des vainqueurs. Qu'est-ce qui se passe au Bénin? Ce que je veux dire par là, c'est quoi? À un moment donné, tout le monde a reconnu un leader, tout le monde lui a fait allégeance parce que la valeur suprême, la valeur morale suprême de la défense de la patrie a été supérieure à tous les égos particuliers. C'est ça. Or, au Bénin aujourd'hui, il y a des leaders. Très clairement, il y a des leaders. Mais quand on prend les leaders un à un, on se rend compte que aujourd'hui, ceux qui sont les fers de lance de la lutte contre le régime de M. Patrice Talon, et encore une fois, je fais cette analyse-là de manière très simple et très factuelle. Nous avons le président Nicéphore Soglo qui, effectivement, est en pointe dans la lutte contre le régime de Patrice Talon. Je trouve que c'est un échec pour la jeunesse. C'est un échec véritable pour la jeunesse parce qu'il est incroyable que Nicéphore Soglo, qui est un grand patriote, qui est un grand-père, qui a une intelligence largement au-dessus de la moyenne, absolument, de sa vie, il soit encore en mesure et en état de mener une lutte à son âge. Je lui tire un grand chapeau parce que ce qu'il fait est remarquable. Mais c'est un échec pour la jeunesse. Absolument. Je ne le condamne pas, je le remercie, mais c'est un échec pour la jeunesse. Que M. Yahi Boni, qui a été président de la République, avec tous les démêlés qu'il a eu avec M. Patrice Talon depuis plusieurs années, soit considéré comme un recours absolu pour le pays, c'est aussi un échec pour la jeunesse. Que M. Adjavon, qui est en exil, pour qui j'ai une grande amitié et que je respecte beaucoup pour son parcours d'homme d'affaires, de mécène, d'homme social, qui fait beaucoup pour les pauvres, qui fait beaucoup pour les gens, absolument, qu'il soit obligé d'être à l'extérieur et ne pas continuer à faire ses affaires, ne pas continuer à s'impliquer dans la vie de son pays, c'est en même temps un échec pour la jeunesse. Absolument. Que des gens comme, bien évidemment, l'ancien ministre de la Justice, que j'aime beaucoup, Valentin Dianotin, Valentin Dianotin, remarquable, c'était très remarquable, soit en exil, est aussi un échec pour la jeunesse. Et donc, je dis, nous ne pouvons pas demander à nos aînés de se battre à notre place. Nos aînés, ils ont fait leur temps. Nos aînés, ils ont fait leur vie. S'ils se battent, ils se battent pour la jeunesse. Ils se battent pour les plus jeunes. Mais l'un des facteurs majeurs de désacralisation de la parole du politique, c'est le mensonge, c'est la corruption, c'est l'achat des consciences, c'est la fin des illusions, c'est la fin de l'espérance. Les jeunes n'ont plus espoir, les jeunes n'ont plus d'espérance parce qu'ils pensent que la politique est un moyen de s'enrichir. La politique est un moyen d'arriver à ses fins. Or, la politique, ce n'est pas ça. La politique, c'est le travail pour la cité, c'est la réflexion pour le bien commun, c'est la direction des affaires publiques qui permettent au plus grand nombre d'avoir le minimum nécessaire. L'éducation, la santé et le bien-être. Or, le pourrissement de la vie politique au Bénin
la démoralisation de l'éthique du politique au Bénin a fait aujourd'hui le lit de la désaffection pour les leaders. Et en cela, effectivement, c'est un échec, non pas du coup pour la jeunesse, mais c'est un échec pour nos devanciers, c'est un échec pour nos aînés, c'est un échec pour tous ceux qui ont dirigé ce pays, parce que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont eu à faire, c'est de faire penser, c'est de faire imaginer, admirer aux plus jeunes que l'argent achète tout. Wow. Nous avons un pays qui n'est pas achetable, nous avons un pays qui n'est pas vendable, nous avons une culture qui n'est pas achetable et qui n'est pas vendable. Parce que ce que nous sommes, ce que nous représentons, n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix, absolument pas. Et ça, on va le leur reprocher. Je le leur reprocherai toujours. Considérer que la défense de notre patrie doit se faire avec espèce sonnante et trébuchante, c'est une honte pour toute la jeunesse. C'est une honte pour tous les politiciens qui nous ont devancés parce qu'ils ont payé, financé et accrédité l'idée auprès de la jeunesse que pour gagner, il faut payer. Et pour voter, il faut être acheté. Moi, je suis médecin, je gagne ma vie. J'ai travaillé dur pour être médecin. C'est vrai, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Mais jamais, au grand jamais, l'éducation que mes parents m'ont donnée, l'éducation que mon pays m'a donnée, l'école dans laquelle j'ai été, le lycée Béanzin, je récitais tous les matins, lundi matin, la béanzinoise. Qui dit quoi? Béanzin, toutes tes filles sont enfin réunies. Et ça nous mettait dans la tête que notre pays, notre patrie, est ce que nous avons de plus cher. Et pour la défendre, nous devons être prêts à sacrifier nos vies. Et moi, je prends l'engagement solennel, vraiment. Parce que, comme je le dis souvent, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. C'est Albert Einstein qui l'a dit. Et moi, je prends l'engagement que aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, oui, je ne ferai plus partie des bystanders, des gens qui sont là, qui regardent. Yep. Parce que regarder, ça signifie ne pas voir, ne pas agir. Et il n'y a que dans l'action. Et l'action dans laquelle je veux m'inscrire, c'est l'action de l'éducation de la jeunesse. C'est l'action de faire comprendre à notre population jeune, instruite, et même à nos populations analphabètes que le pays ne va pas se développer tout seul. Le pays ne va pas se réveiller tout seul. Le pays ne va pas grandir tout seul. Et pour cela, je prends cette phrase de Kennedy, ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Et c'est dans cette démarche-là que moi je m'inscris. Nous ne pouvons plus tolérer que l'argent soit l'alpha et l'oméga de la politique. Parce que tous ceux qui ont écrit cette constitution, tous ceux qui ont participé à ce gouvernement, ils ont été royalement achetés ou vendus. Ce n'est pas de la diffamation, ce n'est pas du montrer du doigt des gens, mais ils l'ont tous dit. Le premier d'entre eux, M. Patrice Talon, il a dit à l'Élysée qu'il fait partie de ceux qui ont détruit ce pays. Il a dit lui-même. Il a dit. À Renvoy-Ebla, il est venu, il a dit, j'ai pris 400 millions. Bien sûr, il le dit lui-même. Donc ce n'est pas de la diffamation, je ne fais que rapporter des faits et tirer des analyses. On a vu Barthélémy Cassa avec l'affaire de l'eau. On a vu ces gens-là, on a vu la criette condamnée ou se mettre en retrait de l'affaire avec avec la direction générale des impôts. On a vu l'affaire des 4 milliards. Bien sûr, on a vu, comment on appelle ça, la criette jugée, toutes les affaires à la Madoff qu'il y a eu au Bénin. Oui. On a vu, on a trop vu. On a vu les affaires Sensad, on a... Trop, c'est trop. Les machines agricoles. Trop, c'est trop. On ne peut pas vouloir que cette jeunesse s'approprie les codes de déontologie, les codes éthiques, les codes moraux de la politique. Si vous qui dirigez, si vous qui avez été au pouvoir, si vous qui avez eu la régularisation et la régularité du pouvoir, si vous volez, si vous détruisez l'héritage de notre pays, vous ne pourrez pas demander aujourd'hui aux jeunes de se rebeller. Les jeunes ne se rebelleront pas parce que vous ne leur avez pas donné
la bonne image. Parce que vous n'avez pas donné le bon exemple. Le bon exemple. Mon père m'a donné une éducation, mais il l'a respectée. Donc, je suis son éducation parce que c'est une éducation par l'exemple. Show me what you are doing and I will follow you. That's right. Thank you very much. Et vraiment ça, je suis très ému et j'ai même la chair de poule dans cette rhétorique. Et très rapidement, avant la fin de cette émission, l'autre facteur de ce balbutiement est aussi le chantage qui se fait sur l'autre catégorie de résistants, qui se trouve être menacés d'arrestation en cas de non-allégeance au roi. Ce qui met les moins courageux à faire allégeance ou à jouer l'équilibrisme à travers des opérations de charme pour charmer le roi. Et ce qui fragilise aussi la résistance et justifie l'effet d'anticipation dont vous avez parlé et la longueur d'avance du pouvoir sur la résistance. C'est pour ça que moi, je définis la résistance comme une variable et non une constante. Car le degré de conviction varie par rapport aux résistants. Docteur Agbessi, votre degré de résistance peut ne pas être le même degré de résistance que moi. Ouais. Vous prenez d'autres résistants, Bertin Corvi, Agbessi, Arandessi, Thibault, tous ces jeunes, le général Assé, mais leurs convictions ne sont pas et ne peuvent pas être la même conviction que les autres catégories de résistants. Et c'est ça le cancer, et c'est ça le blocage de ce qui se passe. Et je pense que dans ce que nous sommes en train de dire, cette illustration et ces faits de balbutiement interpellent la jeunesse et interpellent une nouvelle génération de politiciens pour quand même entreprendre le combat. Et le combat à visage découvert. Pas le combat où on fait du semblant parce qu'on a les mains liées à cause du passé, du cheminement avec les gouvernants d'aujourd'hui. Donc, on essaie de faire danser, est-ce que vous voyez, de faire danser la jeunesse sur un rythme et tout en sachant que la danse qu'ils sont en train de pratiquer n'est pas, si vous voulez, la danse libératrice du peuple. Réagissez avant votre mot de fait, docteur Agbessi. Je pense profondément que chacun peut, selon l'histoire, selon les règles, chacun peut et doit, dans une logique de confrontation, si on le prend comme ça, lutter à la hauteur de ses moyens et de ses capacités. Je ne peux pas jeter l'opprobre sur les gens qui font ce qu'ils peuvent et qui essayent, avec leurs petits moyens, de résister. J'ai vu, je n'ai pas encore terminé le livre de Léon Songbadji, qui veut dire Résistons, d'accord, qui est un livre excellent sur les dénonciations sur les droits de l'homme au Bénin. Il y a beaucoup de gens qui, de près ou de loin, résistent avec leurs moyens. Bertin Coville est en Amérique latine, si ma mémoire est bonne. Oui. Il y a tous les jeunes que vous avez cités qui sont en prison. Laurent Métognon, le premier d'entre eux, qui a refusé de s'incliner. Effectivement, les compromissions anciennes font le lit aujourd'hui, parfois, de la pénétration du pouvoir dans la résistance. Et il est évident que tous ceux qui luttent, tous ceux qui se battent, intellectuellement parlant, le font pour des raisons variées, soit pour leur propre conscience, soit parce qu'ils y croient réellement, ou soit parce que ils estiment qu'il n'y a pas d'autre chose à faire, dans le sens où la patrie est le symbole même de leur résistance. Et il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup. C'est ça. Le seul véritable problème, à mon sens, en tant que chercheur, c'est effectivement la réunion, la symbiose, la fusion de toutes ces espérances, multiples et variées, avec des degrés divers d'implication, en une force suprême qui, de par son programme,
de par sa team. Parce que pour moi, team, c'est together, everyone achieve more. That's right. La team, c'est un groupe qui permet à chaque individu d'aller encore plus haut, plus loin, plus fort. Et c'est seulement avec un groupe, seulement avec une team, avec des implications diverses et variées, qu'on peut avoir un leader. Et le leader doit avoir un leadership. Donc c'est un processus, Absolument. c'est un processus qui peut être long, peut être difficile, mais qui est absolument nécessaire. C'est pour cela que je pense, personnellement, qu'il est absolument indispensable que dans ce magma, dans ce maelstrom de gens qui tirent parfois à U et à dia sur, sur eux-mêmes, à l'intérieur même de la résistance, il faudrait, en tout cas l'histoire le montre, qu'ils arrivent à progressivement délaisser leurs habits, leurs égaux, et qu'ils concourent d'abord à un objectif commun. L'objectif commun, effectivement, on me dira, oui, on veut que ce régime parte, on veut qu'il y ait les droits de l'homme, on veut qu'il y ait de la justice. Bien sûr, il faut tout ça. Mais avant d'avoir tout ça, il faut d'abord arriver à se réunir, à définir un programme commun, à définir un socle commun et à agir ensemble. Vous savez, les bancs des poissons, parfois, quand on s'en approche trop, ils bougent de manière synchrone, tous ensemble, ils se déplacent de manière homogène. Et donc, il faudrait absolument arriver à cette synchronisation, à cette harmonie dans la résistance, afin de pouvoir porter un projet alternatif, et quel qu'il soit, mais alternatif. Parce que, et je le dis, faire partir M. Patrice Talon et son régime n'est pas uniquement un projet alternatif. En tout cas, il n'est pas à lui seul un projet alternatif. Les gens vont vous suivre, les gens viendront vers vous si vous leur présentez un projet d'espérance, si vous les faites rêver, si vous leur donnez de l'espoir. Parce que l'espoir peut déplacer les montagnes, l'espoir peut emmener les gens à se transcender. Quand on paye quelqu'un, on paye sa conscience, on achète sa force, on achète son bras, mais on n'achète pas son esprit. Oh, il faut acheter l'esprit et les cœurs, non pas uniquement avec de l'argent, mais avec de la conviction, avec un projet alternatif, avec une règle simple. Nous devons y aller ensemble, pas chacun séparément, pas toi devant moi et moi derrière, mais en se prenant la main et en allant ensemble, en chantant « Vive le Bénin », c'est notre pays, c'est notre patrie, et c'est notre démocratie qu'on doit défendre. Parce qu'on ne peut pas défendre une démocratie si chacun de part et d'autre, et encore une fois, je sais pertinemment qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ombre qui travaillent, qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui essaient d'informer, qui essaient de mettre en lumière toutes les égarements, toutes les anomalies, tous les péchés de ce régime. Mais encore une fois, il faut une synchronisation, il faut une harmonie. Et pour définir cette harmonie, il faut absolument qu'il y ait une team. Et qui dit team dit leader, qui dit leader dit leadership. Thank you very much. Merci beaucoup, docteur Agbessi. Votre mot de fin, s'il vous plaît. Mon mot de fin, c'est un mot d'espoir, c'est un mot d'espérance, parce que dans ce monde où sévit la violence, dans ce monde où sévit la guerre, dans ce monde où sévit la famine, le Bénin est à la croisée des chemins. Et ce chemin, il ne dépendra de nous que de le prendre en se donnant la main. Nous avons vu que des régimes qui naguère étaient inattaquables, au Burkina Faso, au Soudan, en Algérie, même en Irak, au Chili, se trouvent ébranlés par cette jeunesse forte, cette jeunesse conquérante qui a besoin d'espoir pour aller de l'avant. Cette jeunesse qui, sans elle, le pays ne sera rien. Parce que construire l'avenir, c'est investir sur les plus jeunes. Construire demain, c'est faire en sorte que ceux dont nous avons la charge puissent aimer leur pays de la manière la plus forte possible. Je reconnais qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui œuvrent dans ce sens. Je reconnais pertinemment qu'il y a un déficit moral majeur dans notre pays. Je reconnais qu'il y a un déficit éthique majeur dans notre pays.
La dictature du développement n'est pas, mais vraiment pas du tout, la seule manière d'arriver au bien-être d'un peuple. On peut y arriver ensemble et notre constitution de 90, malgré ses imperfections, malgré que le Bénin soit un gâteau et que chacun vient y tremper son doigt et prendre sa part, nous devons construire demain, mais pour construire demain, nous devons éduquer, nous devons soigner, nous devons prendre par la main, nous devons guider. Et pour guider, il faut effectivement avoir des choses à dire. Et aujourd'hui, j'invite tous ceux qui ont des choses à dire, j'invite tous ceux qui ont des choses à faire, j'invite tous ceux qui ont des idées. Encore une fois, je dis, le monde ne changera pas parce que nous le regardons sans rien faire, mais il changera parce que nous disons, oui, que nous pouvons le changer, que nous avons envie de le changer. Et pour cela, nous ne pouvons que nous engager pour notre pays, et chacun doit faire pareil. Ce commitment, cet engagement que chacun doit prendre, ce n'est pas pour lui-même, mais c'est pour les autres. Parce que les autres avec nous, les autres ensemble, on peut agir pour le pays. Et moi, j'ai beaucoup de chance parce que mon pays m'a donné une chose merveilleuse. Mon pays m'a donné de l'éducation. Et cette éducation m'a permis de comprendre des choses. Cette éducation m'a permis d'aller aussi loin que possible. Et quand je vois tout ce qui se passe dans l'éducation de mon pays, avec les profs, qui sont des gens exceptionnels. Mes profs, je les remercie, je les vénère, parce qu'ils m'ont donné le savoir. Parce qu'avec le savoir, je peux faire des choses. Et enfin, je lance un appel à nos dirigeants, à tous ceux qui, de près ou de loin, détiennent le pouvoir. Le pouvoir n'est pas seulement ce qu'on en fait. Le pouvoir, c'est aussi la capacité qu'on a à prendre soin de sa population. Si l'État est un groupe d'individus qui a le monopole de la violence à l'intérieur d'un territoire, ma définition de l'État à moi, c'est la capacité que ce groupe d'individus a à prendre soin de sa population et à la protéger. On ne peut pas impunément, on ne peut pas tous les jours détruire le peu de lien social entre les gens et attendre à ce que les gens progressent, grandissent et aient de l'espoir. Et j'essaye, je voudrais allumer la flamme de l'espoir dans l'esprit, dans le cœur de tout le monde en disant, nous sommes le Bénin, nous sommes un peuple fier, nous sommes un peuple combattant, nous sommes un peuple intelligent. Nous pouvons trouver les moyens ensemble de nous réunir pour faire vivre notre pays. Parce qu'au-delà de notre pays, il n'y a pas grand-chose. Je suis un Africain, je suis fier de l'être, mais avant d'être africain, je suis de Porto Novo, né à Porto Novo, ayant grandi à Porto Novo, et Porto Novo c'est dans le Bénin, et si je ne me considère, je ne m'annonce pas comme tel, je ne peux pas aller vers les autres, je ne peux pas aller ailleurs pour dire qui je suis. Et donc, la chose la plus importante, la plus incroyable que nous sommes, c'est d'abord d'être qui nous sommes, d'être des Béninois. Et ça, nous pouvons le dire partout, nous en sommes fiers. Et même si des gouvernants d'un jour, des gouvernants de transit ont pu avoir le pouvoir et remodèlent notre constitution, remodèlent notre vie sociale à leur guise, pour des raisons qui leur sont propres. Parfois, certains disent de vengeance, parfois certains disent d'hégémonie économique. Peu importe, peu importe. Ce que nous savons, c'est que nous savons qui nous sommes. Et nous sommes des Béninois et des Africains. Merci beaucoup, docteur Agbessi. Très fascinant, et ce mot de fin. Et donc, vraiment, c'est comme si encore j'ai la chair de poule en vous attendant. Une articulation très, très objective. Et nous sommes très satisfaits. Merci infiniment. Je rappelle que notre invité de ce soir est docteur Célestin Agbessi, spécialiste de médecine d'urgence, praticien et chercheur. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci à vous.